Une étude a été faite récemment par des officiels sur le sujet. Vous avez une organisation qui s'appelle l'État islamique, qui fait des signes dans toute sa propagande d'absolue dévotion à l'islam, et c'est pour l'islam et sa pureté qu'ils égorgent soi-disant les individus qui brûlent des enfants vivants, etc. Une analyse a été faite biographique extrêmement précise des 50 du sommet de l'État islamique. Il n'y a pas un seul islamiste parmi eux. Tous les gens qui sont, tous, sans exception, le Abu Machin al-Baghdadi étant un pur et simple leurre qui est là pour amuser la galerie, ceux qui dirigent vraiment, ceux dont on sait qu'ils échangent par voie électronique et donc ceux qu'on a pu repérer, les 50 du sommet, il n'y a pas un seul islamiste. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est un peu Canada Dry quand même, ça ressemble à l'alcool, ça a le goût de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Là, qu'est-ce que c'est qu'un islamiste? On le sait, c'est quelqu'un qui a combattu en Afghanistan, qui figure sur beaucoup de sites, qui est connu pour ça dans sa biographie. On ne devient pas chef d'une organisation comme ça en claquant dans ses doigts et en 5 minutes. Donc là, dans la direction de ce qu'on appelle l'État islamique, il n'y a pas un islamiste. C'est des gens qui, dans une phase antérieure de leur vie, étaient connus pour courir le guilledou, boire du pinard. Voilà, c'était des généraux de l'armée de Saddam Hussein, généralement. Généraux le plus souvent laïcs. Voilà la situation. Donc quand on nous dit l'État islamique nous attaque, je réponds, c'est une précision insuffisante. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Et personne n'a de réponse. Alors, personne. Vendredi matin, l'assistance publique Hôpitaux de Paris a organisé un exercice avec les SAMU sur ce type même d'attentat. C'est un hasard effroyable qui a fait. Mais oui, c'est un hasard effroyable qui a fait que le soir même, c'était voilà un hasard effroyable. Sur comment est-ce que c'est possible. J'entends Hollande, Fabius dire qu'il lutte contre le terrorisme. Je voudrais rappeler que M. Fabius a déclaré Al-Nosra, c'est-à-dire Al-Qaïda, en Syrie fait du bon boulot. Fabius, Al-Nosra fait du bon boulot en Syrie. Comment peut-on dire qu'on lutte contre le terrorisme et en même temps les financer, les armer, les soutenir? Les États-Unis, depuis 1979, utilisent le terrorisme quand ça les sert, depuis l'Afghanistan et dans plein de pays. Il est temps que ça cesse. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, vous, François Hollande, vous trouvez que les choses sur les libertés sont en danger? Je crois qu'au nom d'une cause qui est juste, nécessaire, lutter contre le terrorisme, on est en train de faire des amalgames et des confusions. C'est-à-dire que celui qui n'est plus dans la norme, qui peut avoir un comportement déviant, qui peut parfois même être au-delà de la loi, peut être assimilé à un terroriste. Ce qui, là, est une atteinte grave aux libertés. Pourquoi on fait ça? Pourquoi le pouvoir politique fait ça selon vous? Je crois qu'il y a d'abord une espèce de mouvement politique, c'est-à-dire de donner le sentiment qu'il y a une menace et que le pouvoir y répond. Donc il y a une intention politique qui est... Ils inventeraient la menace alors? Non, je crois qu'ils ne l'inventent pas. Il y a quand même des actes qui se sont produits, les caténaires, mais on lui donne un sens qui n'est pas le bon, et on lui donne une portée, on en fait un acte terroriste comme pour justifier l'intervention sécuritaire du pouvoir et son efficacité. Et puis deuxièmement, il y a une forme de dérive sécuritaire qui justifie des lois sans cesse plus répressives au nom d'une menace qui parfois est réelle et parfois, on le voit bien, est virtuelle ou voire même inexistante. Pourquoi il invente le pouvoir alors? Peut-être pour montrer
une efficacité qui, sur d'autres terrains, notamment économiques et sociaux, n'est pas forcément au rendez-vous. Donc c'est grave vos accusations, M. Hollande, là. Bah, je pense que c'est grave. Enfin, mettre en cause des hommes et des femmes, les priver de liberté, les accuser de terrorisme, c'est grave. Voici ce qu'a révélé, c'est pas moi qui le dis, ce sont les rapports officiels de toutes les polices d'Europe. Nous avons à gauche les personnes suspectées des attaques terroristes. Il s'agit des suspects de toutes les attaques terroristes à travers toute l'Union européenne sur les 5 années 2006-2010 en fonction des incriminations. 2,7% on a suspecté dans 2,7% des cas qu'il s'agissait d'attentats venus de l'extrême droite. Dans 7,8% des cas qu'il s'agissait d'attentats venus de l'extrême gauche. Dans 62% de cas du fait qu'il s'agissait d'attentats dus à des séparatismes régionaux. Dans 2,1% des cas, ce que l'on appelle pudiquement divers, c'est-à-dire en fait des systèmes mafieux du racket organisé par la mafia, la 'ndrangheta calabraise, la Camorra napolitaine, et puis toutes les mafias qu'il n'y a pas qu'en Italie. Et 25,4% qui étaient des actes dont on suspectait les islamistes. Ça, ce sont les personnes suspectées. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer ceci aux résultats des recherches et des enquêtes menées à bien. Et voilà ce que ça donne. L'origine réelle des attaques terroristes, extrême droite était soupçonnée dans 2,7% des cas, 0% des cas. L'extrême gauche, 7,8%, 9,2%. Les séparatismes régionaux, 62%, 85,1%. Les divers et mafias, 2,1, 4,6%. Les islamistes, 1 cas sur 4, 25,4%, 0,4%. Et en France, eh bien en France, nous avons les mêmes statistiques. Ça, ce sont les personnes suspectées d'attaques terroristes en France. Extrême droite, 0,3%. Extrême gauche, 4%. Séparatismes régionaux, 69,2%. Les divers et mafias, 0,4%. Les islamistes, 26,1%. Personnes suspectées. Et maintenant, après les enquêtes menées, quelles ont été les origines réelles? Extrême droite, 0,3%. Donc l'origine réelle, 0,3%, 0%. Extrême gauche, 4,4%, 0%. Séparatismes régionaux, 69,2% suspectés, 95,4%. Divers, 0,4, 4,6%. Islamistes, 26,1%, 0%. Ça n'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques officielles de toutes les polices européennes après examen précis des actes terroristes. En d'autres termes, au cours des 5 dernières années, 100% des nombreuses attaques terroristes en France ont été dues à des mouvements séparatistes, pour 95% d'entre elles, et à des attentats mafieux pour 5%. En revanche, le terrorisme se réclamant du djihadisme, qui figure comme l'une des principales menaces contre la France dès le premier paragraphe du résumé du livre blanc de la défense et de la sécurité nationale, a représenté 0%.
La Syrie subit depuis 2011 une tentative de déstabilisation. Il ne s'agit pas d'une guerre civile, mais bien d'une invasion étrangère. Et les djihadistes qui quittent notre pays pour mener la guerre soi-disant sainte en Syrie sont une preuve supplémentaire. Et le but, c'est de détruire la Syrie telle que nous la connaissons aujourd'hui, pour diviser le pays, affaiblir l'Iran et permettre au projet du Grand Israël de voir le jour. Dois-je vous rappeler que ce projet prévoit d'étendre Israël du Nil jusqu'à l'Euphrate, recouvrant ainsi la Palestine historique, le Liban, tiens, la Syrie, comme par hasard, la Jordanie, une partie de l'Irak et une partie de l'Égypte. L'Égypte, bien ça alors, comme c'est bizarre, quand on connaît ce projet sioniste, on voit sous un autre œil les révolutions de ces dernières années dans les pays arabes. La montée au pouvoir en Tunisie, en Libye, en Égypte, d'islamistes radicaux, qui ne sont que les petites mains du Qatar et de l'Arabie saoudite, jouent le jeu de ce grand Israël. Et le renversement du pouvoir laïque Bachar al-Assad, pour le remplacer par un gouvernement américano-israélo-islamiste, est une étape de plus dans la réalisation de ce projet. Et comme le disait Bernard-Henri Lévy, les printemps arabes, c'est bon pour Israël. Dès lors, face à ce qu'on doit appeler une violation grave de la souveraineté d'un État indépendant par un État voyou, comptez-vous, au nom de la Belgique, condamner les frappes militaires israéliennes en Syrie et exiger des sanctions à l'encontre du régime israélien. Et enfin, Carla Del Ponte a reconnu qu'il était prouvé que les rebelles syriens, que la Belgique et la communauté internationale soutiennent jusqu'à présent, ont fait usage d'armes chimiques, dont du gaz sarin. Et dans ces conditions, en tant que défenseur des droits de l'homme, allez-vous enfin revoir la position de la Belgique et soutenir le président Bachar el-Assad, qui est victime du complot que nous connaissons aujourd'hui? Je tiens quand même à rappeler qu'Israël a déjà acquis son armement depuis bien longtemps, dont la bombe atomique, et que jusqu'à présent, l'Iran est le seul gage de paix dans cette région du monde. Et donc je n'accepte pas l'argument selon lequel l'Israël pourrait, afin de garantir sa sécurité, mener des frappes préventives sur le territoire d'États indépendants. C'est une dérive et une violation totale du droit international. Et c'est également un très mauvais signal que l'on donne à la population. Imaginez ce qui se passerait si, un jour, jaloux de mon voisin, je décidais d'entrer chez lui et de le tuer sous prétexte que j'estime, sans la moindre preuve et sans éléments probants, que mon voisin constitue une menace pour moi. Eh bien, j'irai directement devant la cour d'assises et en prison. Et si vous vous appelez Israël et que vous commettez le même crime, mais à plus grande échelle, je ne vous rappelle pas le nombre de morts syriens suite à ces frappes israéliennes, eh bien vous vous en sortez avec les félicitations des États-Unis, de la communauté internationale et le silence coupable de la Belgique. C'est illogique et criminel. Et après cela, on osera encore venir dire que le projet sioniste n'est qu'une élucubration de complotistes décérébrés. Ben voyons. Ma question, c'est à partir du moment où le président des États-Unis, on l'avait vu, avait dit si Bachar el-Assad utilise les armes chimiques contre la population civile, nous interviendrons. À partir de ce moment-là, le monde attend des représailles. Michel Collomb, comment vous le réglez, vous, ce dilemme? Mais écoutez, quand je viens d'entendre monsieur affirmer avec certitude qu'on avait toutes les preuves pour les armes chimiques parce que les services secrets des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France nous le disaient, les mêmes qui disaient la même chose sur l'Irak, et on sait que c'était un mensonge. Je pense que, bon, moi qui suis les guerres et la propagande de guerre et la désinformation depuis 20 ans, tout ce que je viens d'entendre, là, ça en fait partie. Et je voudrais rappeler cette phrase du Premier ministre britannique Lloyd George. En 1914, il disait « Si les gens savaient à propos de la guerre, elle serait arrêtée tout de suite, mais les gens ne savent pas et ne peuvent pas savoir. » Et cette 20 années d'études sur les guerres et tous les prétextes de ce genre et tous les mythes qui ont été fabriqués comme ça m'ont amené à penser qu'il est très important que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent réfléchissent que dans chaque guerre, on applique ce que j'ai intitulé les principes de la propagande de guerre. On ne peut pas évidemment dire qu'on fait la guerre pour le pétrole, pour le gaz, pour le fric, etc. Donc il faut travailler l'opinion publique, premièrement en cachant les intérêts, et je m'excuse, la question de la Syrie c'est très simple, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a des gazoducs, il y a des projets énormes en dessous de la Méditerranée qui intéressent Israël, tiens, et quand on voit que Total et le Qatar maintenant en Libye se partagent le gaz, ben, il ne faut pas faire un dessin. Le deuxième grand principe de la propagande de guerre, c'est de cacher l'histoire.
Et la France se pose en donneuse de, enfin la France d'en haut se pose en donneuse de leçons. Il ne faudrait quand même pas oublier que le colonialisme français a bombardé les Syriens en 1945 pour les empêcher d'acquérir leur indépendance, a pratiqué et organisé la division de la Syrie, notamment sur des bases religieuses, et puis que toute l'histoire de la Syrie, depuis qu'elle a résisté à Israël, ça a été le travail des États-Unis et d'Israël pour affaiblir et briser la Syrie. Et Roland Dumas disait il n'y a pas longtemps qu'il y a 2 ans, on lui avait dit à Londres, on prépare quelque chose contre la Syrie, est-ce que tu veux en faire partie? Il avait dit non, 2 ans avant les manifestations. Le troisième grand principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut absolument, quand on a décidé d'attaquer pour le pétrole, le gaz ou le fric, il faut absolument diaboliser l'adversaire. Et donc là, on a droit à toute une série d'histoires. Et celui qui dit, moi je sais, qui dit ici, je sais tout ce qui se passe en Syrie, je n'ai aucune certitude, pour moi c'est un charlatan. Je pense qu'il n'y a pas de guerre propre, je pense qu'on a vu des atrocités des 2 côtés. Et je pense que quand on se réclame de la justice, dire avant toute enquête, je sais qu'il va falloir faire quelque chose et je sais qui est coupable, c'est pas sérieux. Un tribunal qui jugerait comme ça ne serait pas accepté. Sur la question des armes chimiques, c'est évidemment intolérable. Je voudrais juste poser la question à ceux qui connaissent bien les États-Unis. Quel est le pays dans l'histoire qui a le plus utilisé des armes chimiques, biologiques et bactériologiques? Sinon les États-Unis, avec 250 kilos d'armes chimiques balancées sur le Vietnam, et maintenant encore des bébés qui naissent comme des monstres, et dans toute une série d'autres pays. Donc si Obama trouve que les armes chimiques c'est intolérable, il ne doit pas aller très loin pour punir les coupables. Le 4e grand principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut toujours se présenter comme défendant les victimes. On fait toujours des guerres soi-disant humanitaires. Mais là, la mèche a été vendue hier ou avant-hier, je ne sais plus, par Bernard Kouchner, qui est un pro-interventionniste, et qui a dit devant une télé française, bien sûr que le but c'est de renverser Bachar el-Assad, mais il faut un habillage diplomatique. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour défendre les Syriens, parce qu'en réalité c'est une guerre qui a été provoquée par les États-Unis et leurs alliés dès le départ, comme Roland Dumas l'a dit. On n'est pas là pour protéger les victimes et pour les empêcher. Au contraire, on veut qu'il y en ait plus pour avoir un prétexte d'intervenir. Et je tiens à rectifier les mensonges qui ont été dits. Le gouvernement syrien est parfaitement d'accord de négocier. Et ce sont les États-Unis, la France et le Qatar qui ont dit non, on ne négocie pas, on veut gagner militairement sur le terrain. C'est-à-dire que Bachar el-Assad a dit qu'il voulait bien négocier. Oui, tout à fait. Et le 5e et dernier principe de la propagande de guerre, très brièvement, c'est qu'il faut monopoliser le débat et empêcher les opinions adverses. Et donc, on a dans les médias français un alignement sur cette propagande que vous avez montrée là au début. Et quand M. Hérault s'amène en disant j'ai la preuve sur les armes chimiques et qui commence par répéter dans son discours pendant des minutes et des minutes tout ce que tout le monde sait et que personne ne nie, et puis qu'à la fin il dit les services secrets m'ont dit que c'est Bachar, il n'y a aucun journaliste pour dire oui mais les preuves un peu sérieuses s'il vous plaît. Et donc quand on voit des gens comme Fabius, comme Bernard-Henri Lévy, comme Hérault ou BHL, qui viennent avoir le courage de bombarder, mais pas le courage de débattre devant des gens qui connaissent le dossier et qui ont les arguments contraires, il faut quand même beaucoup se poser la question. Et j'insiste sur cette question des 5 principes de la propagande de guerre, parce que, et ce sera ma conclusion, l'année prochaine, vous risquez peut-être de m'inviter sur l'Iran, ou sur l'Algérie, ou sur le Venezuela, ou le Congo, ou l'Érythrée, ou le Zimbabwe, et ça va être chaque fois la même comédie, chaque fois avec les mêmes arguments. Il n'y a pas de guerre vraiment humanitaire, il y a toujours des intérêts pour le fric, il y a toujours des intérêts pour les matières premières, et il est temps quand même qu'on se dise, si on veut une humanité solidaire et mettre fin aux guerres, il faut voir qui provoque ces guerres. D'un peu étrange dans toute cette affaire-là. Les gendarmes vont l'arrêter le matin chez lui, hier matin. Pourquoi des gendarmes? Parce que l'infraction commise était en zone gendarmerie. Donc, ok, normalement, les gendarmes, la section de recherche ou quoi, va l'arrêter. Avec
les gendarmes qui vont l'arrêter le matin, il y a 2 policiers de la DGSI. Je ne comprends pas pourquoi, après ça, le secrétaire d'État vient dire on n'est pas sûr que ça soit un islamiste. Enfin, la DGSI se déplace pas pour les voleurs de poules. Donc, premier point d'étonnement. Deuxièmement, une fois qu'on le rate, qu'on perquisitionne chez lui, il est entre 6h et 7h du matin, hier, on trouve des éléments incriminants. La grenade, une arme de poing, etc. Immédiatement, les gendarmes font leur boulot. Il y a une fiche d'individus dangereux évadés. La fiche en question, elle se trouve sur tous les ordinateurs de toute la police et de toute la gendarmerie. Shekhad disparaît. Retour quelques heures après, à 19h30, le pont du Corbeau, qui est un des 2 grands ponts d'accès au centre de la ville de Strasbourg. Il y a une vidéosurveillance sur ce pont. Il traverse le pont, et là, à l'entrée de la rue qui est en face de lui, il y a un barrage. Le barrage en question, il est composé de policiers qui vérifient les identités. À côté d'eux, il y a une camionnette dans laquelle il y a un ordinateur, sur l'écran duquel se trouve le portrait de l'individu en question, danger. Comment arrive-t-il à entrer à l'intérieur de la ville? Mais comment avez-vous eu toutes ces informations? Mais par des policiers et des gendarmes de Strasbourg. Si ce que vous dites est vrai, c'est assez grave. Ça y est, c'est sorti? Non, c'est pas sorti. Ce sont des informations que nous annonce effectivement. Mais c'est très glaçant d'apprendre tout cela. Ouais, mais...